Il m'a brûlé avec du café, alors j'ai brûlé son nom du testament. Si cette histoire touche votre cœur comme je crois qu'elle le fera, votre « j'aime » et votre commentaire seront la reconnaissance la plus précieuse pour l'effort de porter cette réalité à la lumière. Chaque mot a été pensé pour créer une expérience unique, pleine d'émotions, de drames et de rebondissements que seule la vraie vie peut inspirer. Je m'appelle Pierre Dubois, j'ai 65 ans, et voici l'histoire de comment ma fille m'a effacé de sa vie le jour le plus important de son existence. Mais c'est aussi l'histoire de comment la vérité, peu importe à quel point elle est enterrée, trouve toujours son chemin vers la lumière. C'était un matin de septembre à Lyon, la brume matinale s'élevait doucement de la Saône, créant une atmosphère presque mystique autour des quais pavés du vieux Lyon. Le soleil perçait timidement à travers les volets de mon petit appartement rue Saint-Jean, celui que j'avais acheté après le divorce il y a 7 ans. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait au parfum des croissants que j'avais achetés la veille chez le boulanger du coin, M. Bertrand, qui me connaissait depuis des années. Aujourd'hui était le jour que j'attendais et redoutais à la fois depuis des mois, le mariage de ma fille Camille. Elle avait 32 ans maintenant, était devenue une femme magnifique, diplômée de Sciences Po Paris, travaillant comme consultante pour une grande firme internationale. Son fiancé, Julien Moreau, venait d'une famille aisée du 16e arrondissement parisien, son père possédait une chaîne d'hôtels de luxe dans toute la France. Je me tenais devant le miroir ancien de ma chambre, celui que ma grand-mère m'avait légué, et j'ajustais ma cravate avec des mains légèrement tremblantes. J'avais choisi mon meilleur costume, un costume bleu marine que j'avais acheté chez un tailleur de la rue de la République pour une occasion spéciale il y a 10 ans. Cette cravate bordeaux était la même que j'avais portée le jour de mon mariage avec sa mère, il y a 34 ans. Les relations avec Camille s'étaient considérablement détériorées ces dernières années. Après le divorce d'avec sa mère Sylvie, elle avait choisi de rester avec elle. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Sylvie avait toujours eu ce don particulier pour présenter les choses sous son meilleur jour, pour convaincre les gens, pour manipuler subtilement les situations en sa faveur. Moi, je n'étais qu'un ingénieur en bâtiment qui avait travaillé toute sa vie pour leur offrir une existence confortable. Je me souvenais encore parfaitement du jour où Sylvie m'avait demandé le divorce. Nous étions assis dans la cuisine de notre maison familiale à Caluire-et-Cuire, cette belle maison bourgeoise que j'avais achetée avec un crédit sur 25 ans, travaillant même les week-ends pour payer les traites. Pierre, avait-elle dit avec cette voix froide qu'elle avait perfectionnée au fil des années, ça ne marche plus entre nous. Je veux divorcer. Elle n'avait jamais mentionné l'autre homme, mais je le savais. Je l'avais vu avec lui au Café de la Paix, près de la place Bellecour, où elle avait ses habitudes avec ses amis du club de tennis. Maître Antoine Roussel, un avocat réputé avec un cabinet prestigieux dans le 2e arrondissement. Un homme qui pouvait lui offrir ce que moi, avec mes mains calleuses et mes vêtements toujours tachés de plâtre, je ne pouvais pas donner. Mais ce matin-là, en me préparant pour le mariage, j'essayais de mettre de côté l'amertume. C'était le jour de Camille, et je voulais qu'il soit parfait pour elle. J'avais même acheté un cadeau spécial, un bracelet en or blanc avec un petit pendentif en forme de cœur, gravé avec nos initiales et la date de sa naissance, pour lui rappeler que, quoi qu'il arrive, elle aurait toujours une place dans mon cœur. Le mariage avait lieu au château de Bagnols, dans le Beaujolais, à environ 1 heure de Lyon. J'arrivai vers 15 heures, 1 heure avant la cérémonie prévue. L'endroit était somptueux, un château du XIIIe siècle restauré avec goût, entouré de vignobles dorés par l'automne naissant. Des voitures de luxe étaient garées le long de l'allée principale des Mercedes classe S, des BMW série 7, des Audi A8 et des invités élégamment vêtus en costumes sur mesure et robes de créateurs se dirigeaient vers l'entrée principale. Je me sentais déplacé dans mon costume modeste, mais je marchais avec dignité vers l'entrée. C'est alors que je la vis. Ma photographie. Accrochée sur un chevalet doré à l'entrée du salon, entourée de roses blanches et d'éclairages tamisés. Mais elle n'était pas là pour me souhaiter la bienvenue. Sous la photo, en caractères élégants sur une plaque dorée, était écrit « Entrée interdite ». Le monde s'arrêta autour de moi. Le bruit des conversations devint un bourdonnement lointain, le parfum des fleurs se transforma en une odeur étouffante. Mes jambes tremblèrent et je dus m'appuyer contre une colonne de pierre pour ne pas tomber. Les invités me regardaient. Certains ricanaient discrètement, d'autres chuchotaient entre eux en me désignant du doigt. Une dame élégante avec un chapeau à plumes dit à sa compagne « Voilà, c'est lui ».
Le père que Camille a dû, comment dire, écarter de sa vie. Pauvre petite, répondit l'autre avec une moue compatissante. Ça a dû être terrible pour elle de prendre une décision si drastique. Mais parfois, il faut se protéger des personnes toxiques, même si c'est de la famille. Je m'approchai de la photo. C'était une photo récente, prise l'année dernière lors d'un de nos derniers dîners ensemble au Bouchon des Filles, un restaurant traditionnel lyonnais où nous avions l'habitude d'aller quand elle était petite. Je souriais, ignorant ce qui allait arriver. À côté de la plaque principale, il y en avait une plus petite. Pour le bien de tous, certaines personnes doivent rester dans le passé. Mon cœur se brisa en 1000 morceaux. Non seulement j'étais exclu du mariage de ma fille, mais j'étais publiquement humilié devant tous ses amis, la famille de Julien, ses collègues. J'étais devenu le spectacle, le sujet de conversation, l'homme dont elle avait honte. Un serveur s'approcha de moi avec un air embarrassé. C'était un jeune homme, peut-être de l'âge de Camille, avec des yeux pleins de compassion. « Excusez-moi, monsieur, mais vous êtes... » « Je suis Pierre Dubois, répondis-je d'une voix tremblante. Le père de la mariée. Le jeune homme devint rouge. « Je suis désolé, monsieur, mais j'ai des instructions spécifiques. Vous ne pouvez pas entrer. » « Des instructions de qui ?» demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. « De mademoiselle Camille et de madame Sylvie. Elles m'ont dit que si vous veniez, je devais appeler la sécurité. » La sécurité. Ma fille avait engagé la sécurité pour me tenir éloigné de son mariage. À ce moment-là, je vis Sylvie sortir du salon principal. Elle portait une robe couleur champagne qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un mois. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés en un chignon sophistiqué, son maquillage impeccable, certainement réalisé par un professionnel. À son bras se trouvait lui, l'avocat. Maître Antoine Roussel, l'homme pour qui elle avait détruit notre famille. Antoine était un homme de 55 ans, grand, distingué, avec des cheveux gris parfaitement peignés et une Rolex Daytona qui brillait à son poignet. Tout en lui respirait le succès et l'argent, de la coupe impeccable de son smoking aux chaussures en cuir italien faites sur mesure. Sylvie me vit et son visage se durcit. Elle s'approcha d'un pas déterminé, ses talons loup-boutin résonnant sur le sol de marbre comme des coups de marteau. « Pierre, dit-elle d'une voix glaciale. Tu ne devrais pas être ici. » « C'est le mariage de ma fille, répondis-je en essayant de garder ma dignité. J'ai le droit d'être ici. Pas après ce que tu as fait, répliqua Antoine en s'immisçant dans la conversation avec un ton paternaliste. Camille a assez souffert à cause de toi. Qu'est-ce que j'ai fait, criai-je, attirant l'attention d'autres invités. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre que l'aimer et travailler toute ma vie pour elle? Sylvie regarda autour d'elle, gênée par l'attention que nous attirions. Les invités s'étaient arrêtés de parler et nous fixaient, certains avec leur téléphone prêts à filmer la scène. Pierre, ne fais pas de scène. Va-t'en, s'il te plaît. Ne gâche pas cette journée pour Camille. Gâcher. Les larmes me brûlaient les yeux. J'ai construit la vie de cette fille. J'ai travaillé 16 heures par jour pour payer ses études. J'ai renoncé à tout pour elle. Et maintenant, c'est moi qui gâche. Tu as renoncé à tout. Sylvie rit amèrement. Tu as renoncé à boire? Tu as renoncé au jeu. Tu as renoncé à ces nuits où tu rentrais ivre et nous faisais peur? Le sang se glaça dans mes veines. Je n'ai jamais fait de mal à aucune de vous. Le mal n'est pas seulement physique, Pierre, dit Antoine avec le ton d'un professeur expliquant quelque chose à un enfant. Le mal est aussi psychologique. C'est faire grandir un enfant dans la peur, dans l'incertitude. C'est être un père absent, irresponsable. Je regardai Sylvie dans les yeux, cherchant une lueur de la femme dont j'étais tombé amoureux il y a 34 ans, cette douce fille qui travaillait comme vendeuse dans une boutique de vêtements et rêvait d'une famille heureuse. Sylvie, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu sais quel genre d'homme je suis. Pendant un moment, je vis quelque chose vaciller dans son regard. Une ombre de doute, peut-être un souvenir de l'époque où nous étions heureux ensemble. Mais alors Antoine posa une main possessive sur son épaule, et elle se ressaisit immédiatement. « Va-t'en, Pierre. Ne nous oblige pas à appeler la police. » C'est alors que je la vis. Camille sortit du salon en robe de mariée,
belle comme un ange tombé du ciel. La robe était en dentelle française blanche, avec une longue traîne qui se traînait derrière elle comme un nuage. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant orné de petites fleurs d'oranger, et elle portait le collier de perles que lui avait offert ma mère, sa grand-mère paternelle, avant de mourir. Ce collier était la seule chose que ma mère m'avait laissée, avec ses bénédictions pour ma famille. Voir Camille le porteur me donna un petit espoir quelque part dans son cœur, il y avait encore une place pour moi. Nos regards se croisèrent à travers la foule d'invités. Pendant un moment, je vis l'enfant qu'elle avait été, celle qui courait vers moi quand je rentrais du travail avec mon casque encore sur la tête et ma combinaison tachée de ciment, celle qui me demandait de lui lire une histoire avant de dormir, celle qui m'appelait « Papa fort » parce qu'elle croyait que je pouvais soulever le monde entier. Mais alors son regard se durcit, comme si elle mettait un masque. Elle s'approcha de nous d'un pas déterminé, le voile ondulant derrière elle comme les ailes d'un ange vengeur. « Papa, dit-elle d'une voix froide que je ne reconnus pas, tu ne devrais pas être ici. » « Camille, ma petite, murmurai-je en utilisant le surnom que je lui donnais quand elle était enfant. C'est ton mariage. Je suis ton père. Tu es mon père biologique, me corrigea-t-elle avec une cruauté qui me coupa comme une lame. Mais Antoine est l'homme qui m'a élevé ces dernières années. C'est lui qui va m'accompagner à l'hôtel. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Antoine, l'homme qui avait détruit ma famille, allait accompagner ma fille à l'hôtel à ma place. L'homme qui n'était pas là quand elle avait une forte fièvre à 3 ans, qui ne l'avait pas emmenée à son premier jour d'école, qui n'avait pas passé des nuits blanches quand elle faisait des cauchemars. Camille, s'il te plaît, suppliai-je. Dis-moi ce que j'ai fait. Dis-moi ce que j'ai fait de si terrible pour mériter ça. Elle hésita un moment, et je vis des larmes briller dans ses yeux sombres, les mêmes yeux qu'elle avait hérités de moi. Mais alors Sylvie s'approcha d'elle et lui chuchota quelque chose à l'oreille, quelque chose qui fit disparaître toute trace de doute de son visage. « Tu en as assez fait, papa, dit Camille d'une voix tremblante mais déterminée. Tu as fait assez de mal pour toute une vie. » Elle se retourna et retourna vers le salon, le voile se soulevant derrière elle comme un mur blanc qui me séparait à jamais de ma petite fille. Elle me laissa là, debout devant ma photo avec l'inscription « Entrée interdite », entourée de regards de pitié et de jugement. Mais je ne partis pas. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, je fis le tour du château jusqu'à trouver une fenêtre qui donnait sur le salon principal. Je me cachai derrière une haie de buis parfaitement taillée et regardai à travers le verre. Le salon était magnifique, digne d'un palais royal. Des lustres en cristal de baccarat pendaient du plafond peint de scènes mythologiques, des tables rondes étaient disposées élégamment autour d'une piste de danse centrale en marbre poli. Au centre, un autel improvisé était décoré de roses blanches, d'orchidées violettes et de lys parfumés qui remplissaient l'air d'un parfum doux et pénétrant. Je vis Camille marcher vers l'autel au bras d'Antoine. Ma place. La place dont j'avais rêvé d'occuper depuis le jour de sa naissance, il y a 32 ans. Julien l'attendait à l'autel, beau dans son smoking noir Armani, avec un sourire radieux sur le visage et des yeux pleins d'amour. Pendant que le célébrant commençait la cérémonie, mon esprit retourna dans le temps comme un film en noir et blanc. Je me souvenais du jour où Camille était née, à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Sylvie avait eu un accouchement difficile, et j'avais attendu pendant 18 heures devant la salle d'opération, marchant de long en large comme un lion en cage. Quand l'infirmière était finalement sortie avec cette petite créature enveloppée dans une couverture rose, j'avais pleuré de joie comme un enfant. « C'est une fille », avait dit l'infirmière avec un sourire. « Elle est parfaite. » Je l'avais tenue dans mes bras pour la première fois, et elle avait ouvert ses petits yeux sombres et m'avait regardé avec ce sérieux que seuls les nouveau-nés possèdent. À ce moment-là, je m'étais promis que je ferais n'importe quoi pour la protéger, la rendre heureuse, lui donner tout ce que je n'avais jamais eu. Et j'avais tenu cette promesse. J'avais travaillé sur des chantiers sous le soleil brûlant de l'été lyonnais et dans le froid piquant de l'hiver, quand le vent du nord vous coupait le visage comme une lame. J'avais accepté des heures supplémentaires les week-ends, renoncé aux vacances, vendu ma vieille moto Yamaha pour acheter les livres pour l'université. Quand Camille avait 12 ans et voulait apprendre le piano, j'avais fait des doubles équipes pendant 3 mois pour lui payer des cours chez Madame Delacroix, la meilleure professeure de Lyon.
Quand elle avait 16 ans et rêvait d'aller à Londres avec l'école pour voir le British Museum, j'avais pris un crédit à la banque et travaillé même le dimanche pour le rembourser. Je n'étais pas un père parfait, je le savais. Je rentrais fatigué, sale, parfois de mauvaise humeur à cause des problèmes du chantier. Mais je n'avais jamais levé la main sur elle, jamais dit un mot méchant. Je l'avais aimée de tout mon être, avec cette dévotion totale que seul un père peut éprouver pour sa fille. Et maintenant j'étais là, caché derrière une haie comme un criminel, regardant ma fille se marier sans moi. La cérémonie continua avec la solennité d'un rite ancien. Camille et Julien échangèrent leurs vœux qu'ils avaient écrits personnellement, s'embrassèrent sous les applaudissements nourris des invités. Puis la réception commença. La musique remplit le salon, un quatuor à cordes jouant du Mozart et les gens commencèrent à danser et à rire, trinquant avec du champagne Dom Pérignon. C'est alors que je vis quelque chose qui me glaça le sang dans les veines. Sylvie et Antoine parlaient avec un homme que je ne reconnaissais pas, un type maigre avec des cheveux gris et un costume coûteux de marque anglaise. Ils regardaient des documents que l'homme avait sortis d'un porte-documents en cuir, et Antoine pointait quelque chose du doigt en hochant la tête avec satisfaction. L'homme prenait des notes dans un carnet avec un stylo en or. Je me déplaçai pour mieux entendre, risquant d'être découvert. Leur voix arrivait par bribes à travers la fenêtre ouverte, se mêlant à la musique et au rire des invités. La maison de Caluire. Entendis-je Antoine dire avec un ton satisfait. Ça devrait être facile, vu les circonstances. Camille ne sait rien, demanda l'homme inconnu avec un accent du Nord. Rien, répondit Sylvie avec un rire cruel. Elle pense encore que tout appartient au père. Elle ne sait pas que la maison est à mon nom depuis le divorce. Mon cœur commença à battre comme un tambour fou. La maison de Caluire, ma maison, celle que j'avais achetée après le divorce avec les économies de toute une vie, était au nom de Sylvie. Comment était-ce possible? Et le compte en banque, continua l'homme. Aussi, dit Antoine avec un sourire que je pouvais entendre dans sa voix. Pierre ne sait même pas qu'il l'a signé. Il pensait signer les papiers du divorce, au lieu de ça il a signé la procuration pour le transfert des biens. Sylvie rit comme une hyène. Il a toujours été naïf. Trop confiant. Trop stupide. Et quand va-t-il tout découvrir? Demanda l'homme. Quand il sera trop tard, répondit Antoine avec cynisme. Demain matin, il recevra la notification d'expulsion. Et le compte aura déjà été vidé. Je me sentis défaillir. Mes jambes tremblaient et je dus m'appuyer au mur pour ne pas tomber. Non seulement j'avais été exclu de la vie de ma fille, mais j'avais aussi été dépouillé de tout ce que je possédais. La maison pour laquelle j'avais travaillé toute ma vie, les économies que j'avais mises de côté pour la vieillesse, tout avait été volé par la tromperie la plus vile. Mais le pire restait à venir. Et Camille, demanda l'homme. Qu'est-ce que vous allez lui dire? La vérité, dit Sylvie avec un cynisme qui me donna la nausée. Que son père était un joueur, un alcoolique, un homme violent qui a ruiné notre vie. Que nous avons dû prendre ses biens pour nous protéger. Mais ce n'est pas vrai, protesta l'homme avec un fil de conscience. J'ai fait les vérifications comme vous me l'avez demandé. Pierre Dubois n'a jamais eu de problème avec le jeu ou l'alcool. Il n'a jamais eu de plainte pour violence. Il est clean. Antoine haussa les épaules avec indifférence. Qui va vérifier? Camille nous croit. C'est ça qui compte. À ce moment-là, je compris tout avec une clarté aveuglante. Sylvie et Antoine ne s'étaient pas contentés de détruire mon mariage et de me voler ma fille. Ils avaient planifié de me voler tout, de me détruire complètement, et d'utiliser Camille comme complice inconscient de leur escroquerie. Ma fille, l'enfant que j'avais élevé avec tant d'amour, avait été manipulée pour me haïr, avoir honte de moi, m'exclure de sa vie. Et tout ça pour permettre à Sylvie et Antoine de me voler les fruits d'une vie de travail honnête. La rage que j'éprouvais à ce moment-là fut si intense que je dus me mordre le poing pour ne pas crier. Mais avec la rage, il y avait aussi une étrange clarté, une lucidité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pour la première fois, je voyais la situation pour ce qu'elle était réellement. Je n'étais pas un mauvais père. Je n'étais pas un raté. Je n'étais pas l'homme violent et irresponsable qu'ils avaient dépeint. J'étais la victime d'un plan élaboré et cruel, orchestré par des personnes que j'avais aimées et en qui j'avais une confiance aveugle.
Mais maintenant je connaissais la vérité. Et la vérité, comme ma mère le disait toujours avant de mourir, a une force que rien ni personne ne peut arrêter. Je m'éloignai de la fenêtre et retournai à ma voiture, une vieille Peugeot 307 de 2010 que j'avais achetée d'occasion il y a 5 ans. Mes mains tremblaient en insérant les clés dans le tableau de bord. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour planifier ma vengeance. Je rentrai chez moi et m'assis à la table de la cuisine, cette même table où Sylvie m'avait demandé le divorce. Je pris un carnet et commençai à écrire tout ce que j'avais entendu, tous les détails dont je pouvais me souvenir, chaque mot, chaque intonation. Puis j'allai dans l'armoire de la chambre et sortis une boîte à chaussures que je n'avais pas ouverte depuis des années. À l'intérieur se trouvaient les documents de ma vie, les contrats de travail, les fiches de paie de 30 ans de chantier, les documents d'hypothèque, les reçus des dépenses pour Camille. Mais surtout, il y avait les lettres. Des lettres que Sylvie m'avait écrites pendant nos fiançailles, des lettres pleines d'amour et de promesses éternelles. Des lettres où elle me remerciait pour tout ce que je faisais pour elle et Camille, des lettres qui prouvaient que la version des faits qu'elle avait racontée à ma fille était complètement fausse. Et puis je trouvai ce que je cherchais, une copie du vrai contrat de divorce, celui que mon avocat, le vieux maître Girard, m'avait donné par sécurité. Gardez toujours une copie, m'avait-il dit. On ne sait jamais. Je le comparai avec celui que j'avais signé ce jour-là dans le cabinet d'Antoine, et la différence était évidente même pour mes yeux d'ouvrier. Les documents que j'avais signés n'étaient pas ceux du divorce, mais une procuration générale qui donnait à Sylvie le contrôle de tous mes biens. Ça avait été une escroquerie élaborée et parfaite, et j'étais tombé dans le piège comme un naïf. Mais maintenant j'avais les preuves. Et je savais exactement quoi faire. Le lendemain, lundi matin, j'allai au commissariat de Lyon dans la rue de la Charité. L'inspecteur Marie Rousseau, une femme d'une 50aine d'années aux yeux intelligents et aux manières aimables mais fermes, m'écouta attentivement pendant que je racontais toute l'histoire depuis le début. « Avez-vous des preuves de ce que vous dites ?» me demanda-t-elle après avoir pris des notes pendant 1 heure. Je sortis le dossier avec tous les documents, les copies des contrats originaux, les enregistrements que j'avais faits avec mon téléphone pendant la conversation à la fenêtre, j'avais eu la présence d'esprit de tout enregistrer, les lettres de Sylvie, les documents bancaires, tout. L'inspecteur Rousseau examina tout avec un soin professionnel, appelant aussi un collègue expert en fraude financière. « Monsieur Dubois, dit-elle finalement après 2 heures, ce que vous me montrez est très sérieux. Si vos accusations sont fondées, nous parlons d'escroquerie aggravée, de faux et usage de faux, de détournement de fonds, et de manipulation psychologique. Que puis-je faire, demandai-je le cœur battant. D'abord, nous allons porter plainte formellement. Ensuite, nous ferons saisir tous les biens qui ont été transférés illégalement. Et enfin. Elle s'arrêta et me regarda dans les yeux avec compassion, enfin, votre fille devra connaître la vérité. Dans les semaines qui suivirent, tout bougea avec la vitesse de la justice quand elle a des preuves en main. La police financière saisit le compte bancaire de Sylvie et mit sous séquestre la maison de Caluire. Antoine fut arrêté dans son cabinet de la rue de la République pour escroquerie aggravée et faux et usage de faux. L'homme avec qui ils avaient parlé au mariage s'avéra être Stéphane Moreau, un comptable véreux qui les aidait à blanchir l'argent volé. Mais la partie la plus difficile restait à venir, parler avec Camille. L'inspecteur Rousseau m'appela 1 semaine après l'arrestation d'Antoine. « Monsieur Dubois, votre fille est ici au commissariat. Voulez-vous la voir ?» Mon cœur battait la chamade en entrant dans la salle d'interrogatoire. Camille était assise à une table en métal, toujours habillée élégamment mais avec un visage marqué par les larmes et le manque de sommeil. Quand elle me vit, ses yeux se remplirent à nouveau de larmes. « Papa, murmura-t-elle d'une voix brisée. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Je m'assis en face d'elle, et pour la première fois depuis des années, je la regardai vraiment dans les yeux, sans colère, sans douleur, seulement avec l'amour d'un père. « Camille, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur moi? » Elle commença à pleurer comme quand elle était enfant et qu'elle s'était fait mal. « Ils m'ont dit que tu jouais. Que tu buvais. Qu'une nuit tu avais levé la main sur maman et qu'elle avait dû s'enfuir avec moi. Ils m'ont dit que tu avais perdu tout notre argent au jeu et que maman avait dû tout reconstruire à partir de zéro. Et tu les as crus. Je ne savais pas quoi penser. Maman était si convaincante.
Et Antoine semblait si attentionné, si différent de comme il me t'avait décrit. Camille, dis-je d'une voix douce, je n'ai jamais joué un euro de ma vie. Je ne bois qu'un verre de vin au dîner. Et je n'ai jamais levé la main sur ta mère ou sur toi. Elle me regarda avec des yeux pleins de douleur et de confusion. Mais alors pourquoi m'ont-ils menti? Pour l'argent, ma petite. Pour la maison, pour les économies. Ils avaient besoin que tu me haïsses pour justifier ce qu'ils faisaient. Camille éclata en sanglots désespérés qui me brisèrent le cœur. J'ai tout gâché. J'ai gâché mon mariage, j'ai gâché ma vie, j'ai gâché notre relation. Non, dis-je en tendant ma main pour toucher la sienne. Tu n'as rien gâché. Tu as été manipulé par des personnes qui auraient dû te protéger. Mais la photo au mariage, ce que j'ai dit, comment peux-tu me pardonner? Je la regardai dans les yeux et revis l'enfant qu'elle avait été, celle qui m'appelait « Papa fort ». Camille, tu es ma fille. Je t'aimerai toujours, peu importe ce qui s'est passé. Elle se leva de la table et m'embrassa, pleurant sur mon épaule comme elle le faisait quand elle était petite et qu'elle faisait des cauchemars. Je suis désolé, papa. Je suis tellement désolé. Je sais, ma petite. Je sais. Le procès dura 8 mois et fit la une des journaux lyonnais. Sylvie fut condamnée à 4 ans de prison pour escroquerie et faux et usage de faux. Antoine prit 6 ans, ayant été reconnu comme le cerveau de l'opération. Stéphane Moreau, le comptable, prit 3 ans. Tous mes biens furent restitués, plus les dommages et intérêts. Mais le plus important, c'est que j'avais récupéré ma fille. Camille divorça de Julien 3 mois après le mariage. Le jeune homme, quand il découvrit la vérité, ne put accepter d'avoir été inconsciemment complice d'une escroquerie si élaborée. Leur mariage, construit sur des mensonges et des manipulations, ne pouvait survivre à la vérité. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Camille vit à nouveau avec moi dans la maison de Caluire. Elle a repris mon nom, a changé de travail, et nous reconstruisons notre relation jour après jour. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des nuits où nous avons tous les deux pleuré, nous souvenant de toutes les années perdues, de tous les moments que nous ne pourrons jamais récupérer. Mais il y a eu aussi la joie de nous redécouvrir, d'apprendre à nous connaître à nouveau comme père et fille adultes. Camille a commencé une thérapie pour traiter le traumatisme de la manipulation psychologique qu'elle a subie. J'ai appris à pardonner, pas pour Sylvie et Antoine, mais pour moi-même et pour ma fille. Sylvie est sortie de prison il y a 8 mois. Elle a essayé de contacter Camille, mais ma fille a refusé de la voir. Ce n'est plus ma mère, m'a-t-elle dit. Une mère ne fait pas ce qu'elle a fait. Antoine est toujours en prison. Son cabinet d'avocat a été fermé, et sa réputation est détruite à jamais. Justice a été rendue. Hier soir, pendant que nous dînions ensemble dans notre petit jardin, Camille m'a dit « Papa, j'ai décidé de me remarier. » Mon cœur fit un bond. Avec qui? Avec un gentil garçon que j'ai rencontré au travail. Il s'appelle Thomas, il est ingénieur civil comme toi, d'une certaine façon. Il est gentil, honnête, et surtout. Elle sourit avec cette lumière dans les yeux que je n'avais pas vue depuis des années, surtout il veut te rencontrer avant de me demander en mariage. Et cette fois, dis-je en souriant avec des larmes aux yeux, c'est moi qui t'accompagnerai à l'hôtel. Cette fois, répondit-elle en me serrant fort dans ses bras, ça ne pourrait pas être autrement. Aujourd'hui, en écrivant cette histoire, je regarde la photo que Camille a mise sur le manteau de la cheminée. C'est nous deux, prise la semaine dernière lors d'une excursion aux gorges du Verdon. Nous sourions, enlacés, heureux. Sous la photo, elle a écrit de sa belle écriture, papa et fille, ensemble pour toujours. Il n'y a pas écrit « entrée interdite ». Il y a écrit « bienvenue à la maison ». Parce que c'est ça la vérité, l'amour vrai, celui entre un père et une fille, peut être blessé, peut être caché, peut être manipulé. Mais il ne peut pas être détruit. Tôt ou tard, il trouve toujours son chemin vers la lumière. Et quand il revient, il est plus fort qu'avant. Si cette histoire a touché votre cœur comme je l'espère, votre « j'aime » et votre commentaire sont la reconnaissance la plus précieuse que je puisse recevoir. Partagez dans les commentaires ce que vous avez ressenti en lisant cette histoire de pardon et de renaissance. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la case à gauche.